les réactions directes et inverses. La plupart des réactions sont dites irréversibles, c'est-à-dire que les réactifs se transforment en produits et l'inverse n'est pas possible. Les produits ne peuvent pas redevenir des réactifs. Pensez à du bois qu'on brûle, on ne peut pas, à partir du CO2 et de la vapeur d'eau, redevenir une bûche et de l'oxygène. Seule la réaction directe est possible dans la plupart des réactions, mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines réactions sont réversibles, c'est-à-dire que les produits peuvent se transformer en réactifs. On va analyser avec notre diagramme d'énergie comment ça, c'est possible. Tout d'abord, on va prendre une réaction quelconque. Ici, c'est la décomposition du peroxyde d'hydrogène, qui est une réaction exothermique. Si on considère le contraire, c'est-à-dire la formation du peroxyde d'hydrogène, on aurait comme équation que l'eau, H2O, liquide, réagit avec une demi-molécule de dioxygène, nécessite 187,8 kJ d'énergie pour se transformer en H2O2, c'est-à-dire le peroxyde. Vous voyez ici que quand je fais la réaction inverse, le pan inverse de cette réaction-là est endothermique. On voit que l'énergie est rendue avec les réactifs. Donc, en valeur absolue, la variation d'enthalpie est la même, c'est-à-dire le même nombre, 187,8 kJ, sauf que dans ce cas-ci, il va être la variation d'énergie est positive, et ici, la variation d'énergie est négative. En conséquence, l'énergie d'activation de la réaction endothermique est toujours plus grande que l'énergie d'activation de la réaction exothermique, puisqu'elle correspond à la somme de l'énergie d'activation de la réaction exothermique plus la variation d'enthalpie. Par exemple, si on retourne à l'exemple du peroxyde, l'énergie d'activation de la réaction directe, c'est-à-dire la décomposition du peroxyde, s'établit à 37. Exemple. Reprenons l'histoire du peroxyde d'hydrogène qui se décompose. Quand il se décompose, l'énergie d'activation requise est de 37,7 kPa. C'est ce que ça prend au réactif pour être capable de former le complexe activé. Et la variation d'enthalpie de la réaction est de moins 98 kJ. Donc, globalement, la réaction perd 98 kJ lorsque le peroxyde se décompose en ces éléments. La réaction inverse, c'est-à-dire la synthèse du peroxyde, nécessite une énergie d'activation qui est de 98 kJ plus l'énergie d'activation de la réaction inverse, c'est-à-dire 135,7 kJ. Et elle libère, elle absorbe globalement 98 kJ d'énergie. Donc, c'est en analysant l'énergie d'activation requise qu'on peut déterminer si une réaction va se produire facilement ou non. À 37,7 kJ, oui, c'est une réaction facile à produire. Par contre, une énergie d'activation de 135 kJ, ça commence à être beaucoup pour qu'une réaction se fasse de façon spontanée. Généralement, on va considérer que les réactions ayant une variation d'enthalpie supérieure à 100 kJ sont irréversibles, alors que les autres ont davantage de chances d'être réversibles. Donc, une réaction réversible est caractérisée par une faible variation d'enthalpie, puisque si on veut que la réaction inverse se produise, il ne faut pas que l'énergie d'activation de la réaction inverse soit très grande, et cette énergie d'activation-là, elle est égale à l'énergie d'activation de la réaction directe plus la variation d'enthalpie. On va prendre par exemple la décomposition de l'iodure d'hydrogène pour illustrer ce propos. Alors, la décomposition de l'iodure d'hydrogène, c'est une réaction qui est exothermique. Donc, on a HI, l'iodure d'hydrogène, qui se décompose en ces éléments en une demi-mole de H2 gazeux plus une demi-mole de I2 gazeux et dont l'énergie, la variation d'enthalpie plutôt, est de 26
26,5 kJ pour une mole de HI décomposé. Alors, c'est une réaction exothermique qui dégage 26,5 kJ et on vient de voir qu'elle a une énergie d'activation de 63,5 kJ. Maintenant, on va écrire l'équation de la réaction inverse. Donc, on parle de la synthèse de l'iodure d'hydrogène. On va y aller avec une demi-mole de H2 gazeux qui se combine avec une demi-mole de I2 gazeux et qui nécessite 26,5 kJ d'énergie pour se transformer en HI gazeux. On va représenter sur des diagrammes énergétiques les deux réactions, c'est-à-dire la réaction de synthèse et la réaction de décomposition de l'iodure d'hydrogène. Je vous rappelle qu'il faut marquer en abscisse progression de la réaction et en ordonnée énergie potentielle en kilojoules par mol. Et là, pour le restant, on va y aller de façon un peu approximative. Tout d'abord, on va tracer la réaction exothermique, c'est-à-dire la réaction de décomposition de l'iodure d'hydrogène. Alors, c'est une réaction qui est exothermique, qui dégage 26,5 kJ et dont l'énergie d'activation est de 63,5 kJ. Alors, disons, là, j'y vais un petit peu à l'œil, là. J'obtiens ça ici. Normalement, on devrait faire notre graphique à l'échelle, ce que je n'ai pas fait. Alors, ici, si je considère que je pars à 0, ici, je suis à moins 23,5. Au complexe activé, j'ai absorbé 63,5 kJ, très peu visible. L'énergie d'activation, je vais le mettre ici, ça va être plus clair peut-être. Énergie d'activation, 63,5 kJ. Delta H, variation d'enthalpie, moins 23,5. Si je fais maintenant l'inverse, c'est-à-dire que mes produits sont mes réactifs de tout à l'heure, mes réactifs sont mes produits de tout à l'heure, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, la réaction de synthèse de l'iodure d'hydrogène. Alors, à ce moment-là, je vais partir plus bas. Bon, ma réaction va avoir l'air de ça. Alors, si je fixe mon enthalpie de départ à 0, mon complexe activé se trouve à 90 kJ et le palier de mes produits est à 23,5 kJ. Mon énergie d'activation, c'est-à-dire la différence entre le complexe activé et l'enthalpie des réactifs, va être de 90 kJ. Donc, voyez-vous, c'est possible, hein, c'est en bas de 100. Et la variation d'enthalpie va être ici, là, de plus 23,5. Donc, dans ce cas-ci, on aurait une réaction qui est potentiellement réversible.